Bonjour à tous. Je suis ravie d'être accueillie ici avec mes invités par les élèves et les professeurs du Collège des Trois Frontières de Lons-la-Ville. Alors moi, je suis journaliste, donc je vais animer cette table ronde. Je vais donner la parole à nos invités et je donnerai aussi la parole aux élèves qui vont poser des questions à nos invités. Alors d'abord, je voulais vous dire que votre collège porte un nom qui fait rêver, parce qu'il faut dire que la plupart des collèges portent des noms de personnalités. Ce sont souvent des gens qui sont morts depuis bien longtemps et des figures un petit peu écrasantes. Moi, mon collège, par exemple, il s'appelait Edmond Rostand. Donc Edmond Rostand, il est connu parce qu'il a écrit Cyrano de Bergerac. C'est ce personnage célèbre avec un énorme nez. Voilà. Le Collège des Trois Frontières, ça c'est un nom qui pour moi est très poétique et c'est un nom qui donne envie de voyager. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes ici grâce à un réseau qui s'appelle les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un réseau qui a été créé par le groupe IDECOM et son agence de communication, Brains. Brains, ça veut dire cerveau en anglais. C'est une agence qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes dans les études, au travail, dans les familles. Et on appelle ça la parité. L'idée, c'est que les femmes ne se mettent pas de barrières dans les projets qu'elles ont envie de lancer. Et que les hommes participent au mouvement. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un plateau hommes et femmes. Pour le moment, il y a encore trop peu de chercheuses en mathématiques, en aéronautique et trop peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Alors ici, donc, dans votre établissement, vous réfléchissez cette année avec vos professeurs sur l'image de la femme dans la société. Vous réfléchissez également à l'image que la publicité donne des femmes en général. Alors aujourd'hui, cet après-midi, nous, ce qu'on va voir, c'est que les femmes peuvent faire de la science et qu'elles peuvent s'intéresser à l'organe qui est le plus mystérieux de tous, c'est-à-dire le cerveau. Alors je vais commencer d'abord par présenter nos trois invités. Brooke Tata, bonjour. Bonjour. Alors Brooke Tata porte un nom qui ne s'oublie pas. Quand on l'entend, on pense à une star de cinéma. Alors je lui ai demandé tout à l'heure si c'était son vrai nom, et elle m'a juré que oui. Elle prétend que du côté de son père, sa famille est d'origine italienne, et bon, on la croit. Donc Brooke Tata est américaine, vous le verrez tout à l'heure à son accent. Elle est chercheuse dans un laboratoire à l'université de Lille, donc c'est dans le nord de la France. Brooke Tata va nous expliquer en français les recherches qu'elle mène pour aider les femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants. On croit généralement que le problème vient du ventre, et bien en fait pas seulement, c'est aussi dans le cerveau que ça se passe. Alain Trognon, bonjour. Bonjour. Alors Alain Trognon, vous êtes chercheur en psychologie, ça fait 47 ans que ça dure et vous aimez toujours autant ça. Alors votre bureau est à Nancy, à l'université, et votre spécialité, c'est la manière dont les gens communiquent entre eux. Ce qui se passe en fait entre les cerveaux de deux personnes qui se parlent, comme vous et moi maintenant. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer quel genre de jardin vous avez imaginé pour que des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer puissent s'y promener et que ça les aide à retrouver la mémoire. Nadine Bertoni, bonjour. Bonjour. Alors Nadine Bertoni, vous êtes médecin et votre spécialité, c'est la psychiatrie. C'est-à-dire que les gens viennent vous voir quand leur cerveau tombe malade. Vous avez un cabinet, c'est dans une petite maisonnette au fond de votre jardin à Nancy. Et vous consultez aussi dans un gros centre de rééducation. C'est là où les gens viendraient apprendre à marcher après un accident de la route, par exemple. Tout à l'heure, vous allez nous raconter comment vous utilisez l'hypnose pour soigner vos patients. Et j'ai bien dit l'hypnose. Il paraît que vous n'allez pas faire monter des élèves sur la scène pour les hypnotiser. Ni faire le crapaud.
J'en ai entendu une qui voulait que je fasse faire le crapaud, non. Voilà, on a tous été très déçus quand on a su que vous n'alliez hypnotiser personne sur la scène, mais on vous écoutera quand même. C'est gentil. Alors, Brooke, vous avez eu 14 ans, comme les élèves de 4e qui vous écoutent maintenant. À cette époque-là, vous habitiez dans le sud des États-Unis. Dans votre ville, on ne poussait pas beaucoup les filles à faire des études. On leur demandait surtout d'être belles et on leur conseillait plutôt de chercher un mari riche. Bon, mais vous, c'était pas trop votre idée. Vous ne saviez pas encore quel métier vous aviez envie de faire. Vous étiez forte au tennis, vous étiez une joueuse classée. Et puis, un jour, un conducteur ivre vous a foncé dessus. Vous avez été blessé au dos et vous avez arrêté le tennis. Alors, vous avez changé de ville, vous êtes installé dans le Colorado, à Denver. Alors, c'est une ville où il faut savoir que les gens portent des chapeaux de cow-boy dans la rue. Et là, vous avez décidé d'être chercheuse. Et puis, vous avez eu envie de vous tester, de franchir les frontières. Si vous étiez né ici, d'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus facile. Vous n'auriez même pas eu besoin de prendre l'avion, puisque d'ici, on arrive en Belgique ou au Luxembourg en 5 minutes. À cette époque-là, vous avez pensé aussi à rejoindre Médecins sans frontières, donc vous vouliez voyager. Et puis finalement, vous avez atterri en France, à Paris. Vous aviez 22 ans, vous aviez pas mal la trouille de partir, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Et maintenant, vous êtes contente d'être ici en France. Vous avez reçu une bourse, UNESCO Fondation L'Oréal pour les femmes et la science. Avec cet argent, vous menez des recherches sur une maladie qui touche les femmes, une maladie pour laquelle on n'a pas encore trouvé de traitement. Alors, c'est une maladie qui touche les ovaires. Bon, vous savez que les femmes ont 2 ovaires, c'est dans le bas du ventre, un à droite, un à gauche. Les ovaires produisent les ovules, donc ça, tout ça c'est dans le programme de SVT, donc vous connaissez ça par cœur. Les ovaires, c'est pas très gros, c'est de la taille à peu près d'une balle de ping-pong, donc quelque chose de cette hauteur-là. Ça ressemble... alors, chez certaines femmes, il y a des kystes sur les ovaires, c'est-à-dire des petites bosses qui apparaissent à la surface. Et ça ressemble un peu à la cloque qui apparaît quand on se brûle en touchant un plat qui sort du four, si vous pouvez imaginer ça. Et quand il y a des kystes sur les ovaires, ça perturbe les règles et c'est plus difficile d'avoir des enfants. Ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK. Brooke, vous allez nous parler du SOPK. Vous allez nous expliquer pourquoi tout ça, sans qu'on s'en doute, ça a en fait un rapport avec le cerveau. Ok, merci beaucoup. Et donc, comme vous avez dit, le SOPK, le syndrome ovaire polykystique, c'est un syndrome, une maladie qui touche 1 sur 10 femmes dans le monde. Donc, ça touche 10% de femmes dans le monde. Donc, c'est assez important. Et je fais également partie. Et ce syndrome-là, en fait, les femmes avec le SOPK, ils ont une augmentation d'une hormone qui est le testostérone. C'est notre hormone plutôt masculine. Et en fait, qui est réglé par notre gonade. Et le hormone testostérone, à partir de l'âge de puberté, chez les filles avec le SOPK, a beaucoup plus de poils, comme une barbe, beaucoup plus d'acné. Et tu peux imaginer, pendant l'âge de puberté, ça touche psychologiquement et physiquement des filles. Et à l'âge de reproduction, on voit que des femmes avec le SOPK ont eu hypofertilité ou infertilité et peut-être le diabète aussi. Donc, c'est vraiment important d'étudier l'origine de le SOPK parce qu'à ce jour-là, il n'y a aucun traitement. Donc, pour mes études, en fait, pour la recherche, la plupart des gens pensent que la reproduction, c'est géré par nos gonades, des testicules et des ovaires.
Mais en fait, la reproduction, c'est géré par un petit groupe de neurones dans notre cerveau qui s'appelle le gonadotropin releasing hormone neurons, c'est GnRH. Et ce petit groupe de neurones-là, c'est tellement important. Et s'il y a une perturbation avec des neurones-là, il y a une perturbation avec la reproduction. Et chez les femmes avec le SOPK, ils ont une hyperactivité des neurones à GnRH. Et en fait, tout le monde a pensé que le SOPK était une maladie qui a une origine gonadique. Mais en fait, j'ai changé la façon d'étudier ce syndrome. Je n'ai pas allé chercher une autre hormone sexuelle, le testostérone et l'estradiol sont créés, mais c'est réglé et c'est dans notre cerveau. Et j'ai bien vu qu'en fait, il y a un lien entre un hormone qui s'appelle l'anti-Müllerian hormone, qui augmente le testostérone dans notre ovaire, et des neurones de GnRH et leur hyperactivité. Donc, j'ai créé des souris qui est une modèle de SOPK avec une augmentation de cet hormone-là. Et j'ai bien vu qu'il y a une hyperactivation des neurones à GnRH pendant la gestation. Donc, ça commence assez tôt, pendant l'embryogenèse. Et en fait, ça gère un rôle pour conduire le SOPK à l'âge de puberté dans les souris. Donc, c'est la même chose qu'on voit chez les patients. Et j'ai essayé de trouver un traitement. Et en fait, j'ai réussi. J'ai pu normaliser le phénotype dans la souris. Et donc, on peut voir une lumière à la fin, maintenant, une lumière et un espoir pour trouver un traitement pour cette maladie qui touche vraiment beaucoup de femmes et beaucoup de filles. Je pense qu'il y a beaucoup de filles dans cette salle-là. Et on peut voir un traitement, j'espère, bientôt. Oui, donc en fait, vous avez trouvé un traitement qui fonctionne avec les souris. Oui. Et la prochaine étape, ce sera de pouvoir traduire les résultats que vous avez obtenus chez les souris et de pouvoir les transférer pour que ça marche aussi pour les femmes. Oui, c'est ça. En fait, on est en train d'avoir un recrutement des femmes. En fait, on travaille ensemble avec des médecins pour des femmes qui veulent... Parce qu'il y a des femmes qui peuvent venir enceintes qui ont le SOPK avec le in vitro fertilization, le IVF, le FIV. Mais elles ne savent pas que 100% des fois, si elle a une fille, elle va donner le SOPK à leur fille. Donc ça, c'est pourquoi j'ai commencé d'étudier ce syndrome, c'est qu'en fait, il y a un gros souci, et ce n'est pas génétique, c'est dans l'environnement, et c'est avec le hormone, le AMH, qui gère un rôle avec les neurones à GnRH. Et si on peut utiliser la thérapie que j'ai utilisée avec des souris, c'est quelque chose dans notre corps qui est naturel pour juste normaliser l'activité des neurones à GnRH. On peut voir et on peut prévenir le SOPK chez la mère et aussi prévenir le SOPK chez les progénies aussi. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, on croise les doigts pour avoir des patients qui viennent dans l'hôpital pour participer dans la recherche et pour voir aussi comment ça peut passer. D'accord, donc ça se passe à Lille, dans le laboratoire où vous travaillez. Oui, il y a l'hôpital Jean de Flandre qui travaille avec nous, parce que moi je travaille avec des souris et là-bas on communiquait beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on a trouvé et après ils regardent dans leurs patients et comme ça on peut mettre un lien entre de la recherche à la paillasse et avec des patients dans l'hôpital. Donc, c'est vraiment bien. D'accord. Merci beaucoup, Brooke Tata, pour vos explications. Merci beaucoup. Merci. Alors, Alain, rebonjour. Ouais, bonjour. À vos côtés, deux élèves du Collège des Trois Frontières qui sont en 4e et un élève du lycée Alfred Mézières. Il est en première S. Bonjour. 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 Alors, peut-être vous pouvez nous donner vos prénoms ? Je m'appelle Rémi. Et je m'appelle Amélia. Je m'appelle Baptiste.
Voilà. m'appelle Donc, Alain. vous connaissez les prénoms de tout le monde, on ne va pas vous demander les vôtres. Alors, Alain Trognon, vous allez nous parler d'une maladie qui touche le cerveau, la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui apparaît surtout chez les personnes âgées. Le signe le plus connu, c'est quand on commence à perdre la mémoire. Un matin, on ne se rappelle plus qu'on est déjà sorti acheter le pain. On retourne à la boulangerie, on se retrouve chez soi avec 2 baguettes sur la table de la cuisine, au lieu d'une, et on se demande qui a apporté la première. Un jour, on allume le gaz sous une casserole et puis on oublie de l'éteindre. Ou alors, on sort dans la rue, on ne reconnaît plus son quartier, on ne retrouve plus le chemin pour rentrer et on se perd. Un jour, on ne reconnaît plus son mari ou sa femme, on l'appelle monsieur ou madame, on le prend pour un étranger. Donc Alzheimer, c'est ça. Alors Alain, les élèves ont beaucoup de questions à vous poser à propos de la maladie d'Alzheimer. Je laisse la parole au premier d'entre vous qui a une question à poser. Alors la question est, qu'est-ce qu'on oublie et de quoi se rappelle-t-on? Alors, on oublie les choses de la vie quotidienne. On oublie où on est, qui on est, quelle date on est, quel moment de la journée on est. On oublie à peu près tous ses repères quotidiens. Et puis, on oublie aussi son histoire, son histoire, son enfance, ses amoureux, ses amoureuses, enfin. On oublie finalement, on perd tout rapport avec sa vie, on pourrait dire. Sa vie affective, sa vie sociale, on oublie ses copains, on ne les reconnaît plus, ses enfants, on ne les reconnaît plus. Enfin, c'est une maladie assez terrible. Alors, tous les aspects de la mémoire ne sont pas également oubliés, mais la première chose qui est oubliée et à propos de laquelle on commence à être alerté, c'est l'oubli des événements qu'on a vécus. Il y a un terme, on appelle ça la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes de sa vie, quoi. Et puis ça, c'est la première chose qu'on perd. Et vous voyez tout de suite le rapport avec l'espace, le temps, la situation par rapport aux autres, etc. On perd son histoire, si vous voulez. Et puis, il y a des mémoires, si on veut, qui sont plus solides que d'autres. Par exemple, on oublie moins vite, je ne sais pas moi, les définitions du dictionnaire, voilà. Puis on oublie encore moins vite les connaissances motrices. Par exemple, on fait du vélo plus longtemps qu'on se souvient de son enfance. Voilà, des choses comme ça. Si vous voulez des précisions, vous n'hésitez pas. Une deuxième question ? Ma question, c'est est-ce que l'on se rend compte que l'on oublie ? C'est un peu compliqué comme question parce que, justement, notre perception de la mémoire, notre perception subjective de la mémoire, c'est qu'on sait que c'est de la mémoire. Donc, non seulement on se souvient, mais on sait que c'est des souvenirs. On ne les confond pas avec la vie actuelle. Donc, peut-être que le premier symptôme vraiment très grave, c'est justement de ne plus savoir qu'on a affaire à un fait de mémoire. C'est un peu ce que vous racontez avec votre baguette. Ma baguette de pain. La dame qui va chercher sa baguette de pain 2 fois. Bon. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette personne-là, c'est non seulement qu'elle voit 2 baguettes et qu'elle s'étonne, mais qu'elle va trouver une solution pour qu'il y ait une 2e baguette. Alors, si elle a un mari, par exemple, cette dame,
eh ben, elle va croire que son mari il a voulu aller lui acheter une baguette pour pas qu'elle se déplace. Donc, ça introduit, et c'est là que ça devient grave, une distorsion de la réalité. Voilà. Et des éléments interprétatifs, alors des fois, On essaye de trouver une explication rationnelle Voilà. à quelque Voilà. chose qu'on ne peut pas expliquer autrement, puisqu'on ne sait pas qu'on a la maladie. Voilà, qu'on et en on est ne sait conscient. pas qu'on avait affaire à des phénomènes de mémoire. Donc, c'est un critère très important. Mais on ne peut pas dire... C'est un critère très important. On peut, au début, avoir vaguement conscience que ça déconne un peu du point de vue de la mémoire, mais on ne sait pas non plus si c'est un effet de l'âge. Par exemple, on sait bien que quand on avance en âge, on a tendance à oublier les noms, les prénoms, des choses comme ça. Donc, oui, on peut avoir conscience. De même, on sait que les personnes qui sont dépressives, elles ont souvent des problèmes de mémoire. Mais ce n'est pas des problèmes, enfin, ça peut être grave, mais ce n'est pas comme la maladie d'Alzheimer. Je pense que le critère que vous venez de donner, c'est vraiment le meilleur. Si Donc, les en gens fait, commencent à affabuler sur des questions de mémoire, ça pose problème. quand on se rend plus compte, en fait, qu'on a oublié quelque chose, Voilà. qu'on n'en a pas conscience. Mm. Une autre question ? Alors la question c'est à quel âge se développe la maladie? À partir de 65 ans, il y a 5%, je crois, de la population qui risque cette maladie. À partir de 85 ans, c'est 15%, je crois, hein, peut-être que je me trompe un peu. Donc normalement, c'est quand on commence à vieillir. Mais ça arrive aussi à des personnes plus jeunes. Par exemple, celui qui a vraiment le premier découvert cette maladie, qui a donné le nom à la maladie, hein, il s'appelle, je sais pas, Monsieur Alzheimer. Monsieur Alzheimer, mais je cherche son petit Aloïs, nom. Aloïs, c'est ouais. ça. Hein. Aloïs. Et vous voyez, moi j'avance en âge, donc problème de prénom. On va vous faire un diagnostic, mais peut-être tout à l'heure. Oui, ah ben, j'espère pas. Mais bon. La dame dont il s'est occupé et qu'il a observé la première fois, elle avait 52 ans. Et la maladie, elle a commencé parce qu'elle devenait jalouse vis-à-vis de son mari. Mais c'est facile de devenir jaloux. Par exemple, il va boire un coup. Non, même il va faire le tour du pâté de maison. Il n'est pas là où il est allé. Peut-être chez sa maîtresse. Vous voyez ? C'est un exemple d'affabulation dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est quand on n'arrive plus bien à capter la réalité, on se met à faire des scénarios. Voilà. Donc, le deuxième signe d'Alzheimer, c'est quand on commence à être très jaloux des sorties de son conjoint. Par exemple. Par exemple. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'on perd la notion du temps à cause de la maladie? Ah oui, ça c'est clair. Le symptôme qui se manifeste le mieux pour la maladie d'Alzheimer, c'est les difficultés avec la notion de temps et la notion... Alors, à la fois la notion objective, le cadran, tout ça, c'est même un test pour savoir, et le temps aussi subjectif, le temps vécu, c'est-à-dire le sentiment de durée. Là, par exemple, si par exemple vous êtes complètement passionné par ce que je raconte, bon, le temps, vous allez avoir le sentiment qui se raccourcit. Si vous vous cassez les pieds, vous avez l'impression que le temps s'allonge. Avec les profs qui vous emmerdent, le temps s'allonge. Je parle aussi bien pour moi. Donc, avec la maladie d'Alzheimer, en fait, on finit par perdre les points de repère dans sa propre vie, dans sa biographie, et dans le temps qui passe dans la journée. On ne va pas être capable de répondre à la question
Ça fait combien de temps que tu regardes la télé, par exemple? Tout à fait vrai, ouais. Une autre question? Oui. Est-ce qu'on perd ses repères géographiques? Oui. De la même manière qu'on repère le temps, qu'on repère ses... oui, on perd sa présence dans l'espace. Voilà, on perd sa présence dans l'espace. C'est pour ça qu'ils se perdent souvent, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. On peut les aider d'ailleurs pour avoir des points de repère, mais vous nous en parlerez après quand on parlera du fameux jardin. Alors justement, les chercheurs essaient de trouver un médicament efficace contre Alzheimer, mais ils n'ont pas encore réussi. Heureusement, on a imaginé d'autres moyens pour aider les personnes malades à garder la mémoire le plus longtemps possible. Donc à Nancy, vous avez créé un jardin pour les résidents de l'hôpital, ceux qui vivent là à l'année à cause de la maladie. Alors Alain, qu'est-ce que ce jardin a de spécial? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, avant, il faut vous dire que c'est une équipe qui a fait ça. Dans cette équipe, il y a des femmes que je suis heureux de représenter là. C'est pas macho, mais que je suis heureux de représenter là. Et où il y a une collègue qui s'appelle Martine Batt, et où il y a une autre collègue qui s'appelle Thérèse Jonvaux, qui a inventé ce jardin. Juste un mot, à un moment donné, elle est chef de service à l'hôpital, au CHU. À un moment donné, l'hôpital, où je ne suis pas trop qui, avait trouvé que c'était un espace qui ne servait pas à grand-chose. Il voulait le transformer en parking. Alors il y a eu une mobilisation pour en faire quelque chose, et ça a été l'occasion d'inventer pour Thérèse Jonvaux et les gens qui travaillaient avec elle un concept de jardin thérapeutique. Elle est neurologue. Donc neurologue, spécialiste donc, de voilà. la connaissance du cerveau. Alors pour vous parler de ce jardin, il faut juste dire un petit mot sur qu'est-ce que c'est que le cerveau. Il faut savoir que le cerveau, c'est un organe interne, il y a plein de trucs là-dedans, il y a plus de connexions neuroniques que de galaxies, c'est dire la complexité du machin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est fait pour se connecter au monde. Vraiment. Se connecter au monde, c'est-à-dire avec la nature, enfin la nature dans laquelle on vit, avec les autres, avec tous les autres, même les malades. Par exemple, on est capable de tenir une conversation entière et même très sophistiquée avec des personnes, par exemple, aphasiques, qui ne disposent comme vocabulaire que de 3 mots. On peut faire toute une grande conversation, même métaphysique là-dessus. Donc ça prouve bien que le cerveau humain, il est fait pour se connecter aux autres, pour se mélanger avec les autres. Que ces autres-là, ce soient des animaux, des plantes ou des autres êtres humains. Bien. Eh bien, le jardin, il est fondé sur cette idée. Il s'agit de construire un jardin qui va essayer autant que possible de mettre le cerveau en branle, c'est-à-dire de solliciter le cerveau. Alors, il va être composé avec des choses sollicitantes, par exemple, des plantes de la région. Des plantes lorraines. Oui, des plantes lorraines, des pivoines, des arbres fruitiers de la région, une iconographie, enfin, je veux dire, des images, quoi. Des vitraux, je crois oui, qu'il y a de des la vitraux région, qui sont... des vitraux, des mobiliers qui font partie du patrimoine lorrain. Par exemple,
des chaises, des petites tables, des machins comme ça, genre école de Nancy, vous voyez, moderne style, avec du floral, enfin, vous connaissez tous sûrement, des trucs comme ça. L'idée étant que ça parle à des personnes de cette C'est génération ça. et que ça leur évoque des C'est souvenirs, ça. des choses qu'elles ont vécues. C'est ça, des souvenirs de leur vie. Par exemple, des cailloux, eh ben, il y a des cailloux de Moselle, exprès bien sûr, des gros, des petits, des... Bon. Et des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, quand elles touchent les cailloux, qu'elles les regardent, qu'elles les touchent, quoi, eh ben, elles disent, c'est des cailloux de Moselle, ça. C'est des cailloux de Moselle, ça. C'est vrai d'ailleurs, c'est des cailloux de Moselle. Alors justement, on a une question qui tourne autour de que trouve-t-on dans le jardin? Vous pouvez nous en dire quelque chose? Je viens un peu de le dire. Et on trouve aussi dans le jardin des choses... Alors là, je parlais du cerveau dans un environnement végétal, culturel, historique. Bon. Mais il y a aussi le cerveau dans son environnement intercerveau, si on veut. Alors, pour ça, par exemple, on a imaginé que vous voyez, les bancs qui sont installés dans le jardin, à l'endroit où il y a des petites fleurs, enfin, etc., eh ben, ils sont comme ça. Comme on est nous. En demi-cercle, en fait. Oui, en demi-cercle. Comme, ils sont école de Nancy, mais comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que essayez de ne pas interagir avec quelqu'un quand vous partagez un banc qui est comme ça. Eh bien, vous allez échanger des regards, vous allez échanger des expressions faciales, vous allez peut-être échanger de la parole, vous allez peut-être construire des idées avec les personnes, donc vous allez activer le cerveau. Bon, alors j'ai un petit peu volé la question de mon voisin, donc je m'en excuse. La question suivante, qui va la poser? Le jardin est-il ouvert la nuit? Il est ouvert. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour pouvoir avoir une idée de comment est configuré le jardin, il faut imaginer comme une cour de caserne. Les bâtiments sont en U, hein, c'est ça? Oui, on l'a les vu sur la bâtiments photo. sont en U. Et, ils sont en U. Et le côté ouvert est un côté ouvert sur la rue. Alors, il y a passe les bus, les voitures, les passants, etc. Bon. Mais il est avec des espèces de grilles comme les jardins... Comme les jardins publics. Hein. Oui, des grandes maisons aussi, souvent, hein, des maisons bourgeoises comme ça, ou même des cours de caserne, quoi. Ou même peut-être des cours de lycée, je ne sais pas. Et donc, c'est un jardin fermé. Il est fermé, les patients ne peuvent pas sortir de l'établissement. Ils ne peuvent pas se perdre, notamment. Non, mais ils ont accès au jardin quand ils veulent, au moment où ils veulent, etc. Par exemple, on sait que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ils déambulent. Ils marchent tout le temps, la nuit surtout. Ils ont des insomnies, hein, c'est ça? Oui, puis ils déambulent. On peut avoir des insomnies en restant dans son lit, mais eux, ils marchent, beaucoup. Eh bien, ils peuvent parfaitement aller dans le jardin. Ils sortent comme ils veulent. D'ailleurs, on a constaté, statistique à l'appui, hein, sérieux, que, ils tombaient moins que s'ils étaient dans leur chambre. C'est quand même drôle. Ça prouve que ce n'est pas nécessairement l'aménagement fonctionnel, hyper fonctionnel d'une chambre de malade qui fait qu'ils se casseront moins le col du fémur. En fait, ils se cassent moins le col du fémur quand ils sont à Saint-Julien. En fait, il faut dire aussi que le jardin est très bien éclairé, c'est-à-dire qu'ils sortent la nuit, ils sont dans un jardin avec des allées rectilignes. Oui, pas rectilignes, non. Non, pardon. Mais non, c'est assez tortueux. C'est sinueux.
mais c'est pensé de telle sorte que, où qu'on soit, on voit la grande porte d'entrée des endroits collectifs, quoi. En fait, c'est l'entrée du bâtiment, c'est-à-dire que c'est par là qu'on va Qu'on sortir pour aller sort, se promener. qu'on rentre, que quand il y a des visites de la famille, ça rentre par là, enfin, etc., etc. Donc, où qu'on soit, c'est donc vraiment difficile, mais extrêmement difficile de se paumer là-dedans, quoi. Donc c'est rassurant quand on a la maladie Absolument, d'Alzheimer. absolument, ouais. Puis pas rassurant pour les familles aussi, qui craignent toujours ça. On a une autre question. Oui, alors comme vous l'avez dit, vous avez un peu répondu à la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que les familles des malades peuvent entrer dans le jardin? Oui, il y a des espaces du jardin qui sont pensés exprès pour que les familles puissent venir, je ne sais pas moi, pique-niquer. Il y a des jolis petits endroits, enfin tout ça, des sculptures qui peuvent être touchées, qui sont vraiment agréables, avec des différentes rugosités. Mais il y a un truc que j'aime bien, moi, dans ce jardin, c'est que dans un coin, vous avez une espèce de bateau de pirate. Alors, c'est un bateau comme un bateau de pirate, quoi, avec un drapeau, avec tout comme il faut, quoi. Et puis, on peut monter dedans à plusieurs, etc. Eh bien, c'est fait pour que les enfants, qu'on oblige à venir voir les vieilles personnes dans les familles, ils aient un espace pour jouer. Ils peuvent jouer aux pirates, à faire des faux feux, mais quand même. Donc, ils aiment bien venir. Et les patients adorent les visites familiales, et les familles viennent avec bon cœur, parce qu'il ne faut pas se taper les enfants, et les obliger à rester assis, à être polis avec les dames, enfin, vous voyez. Donc, c'est fait pour attirer les familles, pour leur donner un espace d'interactivité avec leurs vieux, il faut dire comme ça, et que les enfants courent autour, jouent, fassent des jeux de pirates, puisque ça sollicite les jeux de pirates, le bateau de pirates, et ça, je trouve que c'est une idée géniale. C'est plus sympa que les couloirs d'hôpital qui ça, sont déprimants sûr, pour les patients et pour les gens qui leur rendent visite. Alors, par ailleurs, souvent les familles sont invitées, voilà, et puis ils s'y organisent des événements, musicaux, artistiques, par exemple, le ballet de Nancy est venu, a fait des spectacles, oui. Une autre question. Que font les patients dans les jardins? Eh bien, ça leur arrive de papoter, ils déambulent, ils sentent, ils s'assoient, et enfin, comment je dirais, ils jouissent de la vie. Ça a un effet sur leur mémoire. Oui, alors là aussi, parce que si les jardins sont assez... C'est une belle réussite, moi je suis assez fier de ça. On s'aperçoit, effectivement, grâce à des études systématiques, des tests, des trucs comme ça, qui récupèrent, c'est pas grandiose, mais qui récupèrent des éléments mnémoniques. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le jardin, ça leur permet d'exercer leur capacité de mémoire au lieu de la voir décliner sans cesse. Oui, enfin, ça décline quand même. Mais, bon, alors, il y a des recherches en ce moment en cours pour voir si ça décline moins vite qu'en environnement classique, si on veut. Moi, je pense que ça va le montrer. Mais une chose est sûre, c'est que la mémoire travaille. Ça les oblige, ça les entraîne. Ça les sollicite. On a une dernière question. Vous avez déjà répondu, mais est-ce que l'on peut se perdre dans les jardins? Dans celui-là, non.
mais dans les jardins, oui. Parce qu'ils ne sont pas pensés, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le rapport que la conception du jardin a vis-à-vis d'une conception du cerveau et du fonctionnement du cerveau. Le cerveau, c'est vraiment une machine branchée sur l'environnement. Donc si vous coupez cet environnement, vous détruisez le cerveau. D'ailleurs, on sait ça très bien. Il y avait un psychanalyste dans les années 45 qui a étudié les enfants qui étaient abandonnés en Roumanie. Spitz, il s'appelait. Il a décrit une maladie qui s'appelle l'hospitalisme. L'hospitalisme, c'est comment un psychisme se délite quand il est plus branché. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de ça du temps où les gouvernements allemands luttaient contre la bande à Bader. Les gens étaient enfermés dans des prisons en privation sensorielle. Donc ils n'avaient plus de... ça les rendait fous, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Et puis merci aux élèves qui ont eu beaucoup de cran de vous poser toutes ces questions. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Vous pouvez dire quelque chose. Je suis très fier d'être là parmi vous parce que mon enfance, c'est quand même le lycée de Longwy. Alors, ça me fait plaisir d'être dans ce coin-ci parce que c'est quand même un coin dans lequel j'ai bourlingué toute mon enfance. Là, vous êtes en train de faire un petit voyage dans votre mémoire autobiographique. Oh, oui. Non, non, mais c'est sûr. Voilà, c'est une bonne conclusion, je trouve. Oui. Voilà, nous allons faire une pause de quelques minutes, le temps que... Alors, on va pouvoir reprendre. Nadine, rebonjour. Ah, bonjour. Alors, Nadine Bertoni, vous utilisez l'hypnose avec vos patients depuis très longtemps. Vous avez commencé dès le début, quand vous avez ouvert votre cabinet comme psychiatre, et c'était en 1989. Alors, l'hypnose, ça consiste à amener la personne à ce qu'on appelle un état de transe. Alors, c'est un mot impressionnant. On pense à la sorcellerie, à la magie, mais en réalité, c'est un état qui est tout à fait naturel, dans lequel on se retrouve souvent sans même s'en apercevoir. Par exemple, quand on est dans une voiture sur l'autoroute, on regarde défiler le paysage par la vitre, et au bout d'un moment, on s'absente. On ne voit plus vraiment les arbres, on est ailleurs, on décroche de ce qui nous entoure. On a les pensées qui vagabondent. Et c'est aussi ce qui se passe quand on est plongé, par exemple, dans une série télé ou dans un livre. On se retrouve en fait en hypnose sans le savoir. Et pendant ce moment qui est très particulier, on est plus sensible aux suggestions. En fait, on est davantage ouvert et réceptif si quelqu'un nous demande à ce moment-là de changer nos comportements ou nos habitudes. Et c'est cette particularité qu'un médecin comme Nadine va utiliser pour aider ses patients. Alors, Nadine, est-ce que, avant que les élèves qui sont dans la salle puissent vous poser des questions, est-ce que vous pouvez simplement nous décrire comment ça se passe, une séance avec un patient? Oui. Formidable. On vous écoute. Alors, il faut savoir déjà que les patients qui viennent me voir, en général, l'indication est déjà posée, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour ça. Et avant tout le début d'un travail, quelle que soit la pathologie que je vais prendre en charge, il faut un peu connaître le patient. C'est-à-dire qu'il y a en général 1 ou 2 entretiens avant de commencer les séances d'hypnose. Parce qu'il va falloir, on rejoint un petit peu ce qui avait été dit avant, que les cerveaux communiquent en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être dans une action thérapeutique, il faut que les mots qu'on va utiliser soient des mots du patient ou soient proches de ses représentations.
Alors, une fois qu'il y a eu ces 2 entretiens, 1 ou 2 entretiens, qu'on a aussi bien déterminé la pathologie pour laquelle ils viennent, la séance d'hypnose en elle-même, on peut la diviser en 3 parties. La première partie, donc, c'est la partie d'induction, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour obtenir ce qu'on appelle la transe hypnotique. Un terme que j'aime pas parce que trans, ça fait chaman, ça fait, c'est déjà connoté. Donc j'aime pas trop ce terme-là, mais pour l'instant on n'a rien d'autre. Donc l'induction, elle peut se faire de différentes façons. Moi, ce que j'utilise, parce que ça fonctionne assez bien, c'est d'abord je demande au patient de fixer un point, pour que toute son attention soit focalisée sur un point et qu'il perde un peu. Le but, c'est quand même de diminuer, l'inverse exactement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est diminuer les perceptions. C'est-à-dire que moins il y a de stimulation qui arrive au cerveau, auditive, visuelle, corporelle, moins il y a de sollicitations, plus le patient va se décrocher de la réalité. En fait, l'hypnose, c'est un état de dissociation entre l'état de conscience de veille, c'est-à-dire celui qu'on a tous maintenant, et puis un état qui s'approche davantage de cet état qu'on appelle dans la lune, de flottement de la conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sommeil, on n'est pas vraiment dans la veille, on est dans un état intermédiaire. Donc je demande aux patients de fixer ce point, parce que fermer les yeux tout de suite, ça les angoisse. Me fixer moi, ça les angoisse, ça fait trop musical. Et donc de fixer un point, puis suggestion de relaxation, et ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on lui propose de se remémorer un souvenir agréable. Et là, on obtient assez rapidement la transe hypnotique, donc l'induction, elle est très rapide. Ensuite arrive la phase thérapeutique, là ça dépend de ce qu'on soigne. Et puis ensuite c'est la sortie de transe, ou ce qu'on appelle le réveil, qui est aussi un mauvais terme, puisque ce n'est pas un sommeil, donc il n'y a pas de réveil. Voilà ça en gros, et ça peut durer de 3, 4, 5 minutes chez un enfant, parce que c'est beaucoup plus rapide, parce que les enfants sont beaucoup plus suggestibles. 20 minutes en général, la durée moyenne d'une séance avec mes patients. D'accord, alors on va laisser... je sais que les élèves ont beaucoup de questions à vous poser. Donc, comme vous avez expliqué comment ça se passe dans une séance, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif des questions. Donc, s'il y a une première question de la salle. Alors, d'où vient la thérapie par l'hypnose et existe-t-elle depuis longtemps? Et quoi? Est-ce que la thérapie existe depuis longtemps et d'où elle vient? Ah oui, alors, oui, ça existe depuis... ça existe depuis toujours, mais je voulais juste faire un petit rappel historique en dehors de la France, parce que les tout débuts de ce qui a donné l'hypnose en France, ça s'est passé alors je ne sais jamais si c'est en Allemagne ou en Autriche, et le nom va vous dire tout de suite quelque chose, c'est Mesmer. Qui ne connaît pas Mesmer? Sauf que celui-là, il s'appelait Franz Anton Mesmer, qu'il était médecin, oui, autrichien, je crois. Et lui, il parlait du magnétisme animal. C'est-à-dire qu'il pensait qu'on était en relation avec les planètes, tout ça, et puis il commençait à faire un début d'hypnose de groupe. Tout a commencé là, ensuite il a eu des problèmes dans son pays, il s'est réfugié à la cour de France, et petit à petit, donc l'hypnose, elle s'est installée en France, mais alors, vraiment très, très doucement, parce qu'on a eu beaucoup de mal à décoder l'hypnose, justement de l'obscurantisme, des trucs pas clairs, oui, comme je vous disais, le chamanisme. Un peu ésotérique. Voilà, les choses ésotériques. Et puis... Ensuite, alors je saute des étapes. Parce que la plus importante, là aussi, c'est des noms qu'on connaît, c'est Jean-Martin Charcot, qui était neurologue à la Salpêtrière, et lui, ça a été un des premiers à utiliser l'hypnose. Alors, si j'ai une petite minute pour raconter l'anecdote, en fait, c'est qu'il était neurologue à la Salpêtrière à Paris, et qu'à la Salpêtrière, il y avait... dans le service juste à côté du service de neurologie, qui n'hospitalisait que des femmes. Il n'y avait pas de mixité à l'époque. À côté, il y avait
un service d'hospitalisation pour les cheminots, parce qu'il y a une gare tout près, et qui avait des accidents de tamponnage, ça s'appelait, c'est quand ils rapprochaient les machines et qu'ils se retrouvaient avec les jambes coincées dans les tampons des wagons. Et donc ces hommes étaient paralysés. Et ces femmes, alors c'était des femmes qui avaient des troubles psychiatriques, hein, je signale quand même, et elles se retrouvaient paralysées des jambes aussi. Donc c'était les premières descriptions de l'hystérie, des conversions hystériques. Et donc Charcot a commencé à utiliser l'hypnose pour s'occuper de ces femmes qui avaient une pathologie qui semblait neurologique, mais qui n'était pas, qui en fait était psychiatrique. Après, là, on ne peut pas ne pas citer la grande école d'hypnose de Nancy, avec Liébaud et Bernheim, et puis la troisième école de Nancy, qui est Coué. Donc là, je pense que tout le monde aussi connaît la méthode Coué. Oui, on Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous le répétez 20 fois et ça ira très très bien. Vous n'avez plus besoin de médecin. Oui, on en parle souvent avec un peu d'ironie. Avec un peu d'ironie. Voilà, donc ça, c'est l'hypnose. Alors le problème, c'est qu'on a toujours lutté comme hypnothérapeute contre les représentations à la Mesmer d'aujourd'hui. Alors moi, je n'ai jamais vu, mais ça fait un tabac, je sais. Et je pense qu'il y aura des questions sur ce sujet. D'accord, on va prendre une deuxième question. L'hypnose est-elle souvent utilisée en France ? Énormément, enfin de plus en plus, je vais dire. De plus en plus parce que, bon, moi ça fait maintenant, ça fait peut-être 30 ans que je pratique. Il y a 30 ans, c'était encore pas très très bien vu de faire de l'hypnose. Alors déjà psychiatre, c'était très moyen, mais alors psychiatre et hypnotiseur, ça faisait beaucoup. Et on n'était souvent pas pris au sérieux. Et puis grâce au progrès qu'on a fait, surtout au niveau de la connaissance du cerveau, et que ça devient beaucoup plus scientifique, on arrive à comprendre ce qui se passe. Et donc on l'utilise plus facilement, et de plus en plus de gens dans les hôpitaux, il y a certains hôpitaux, comme on en parlait à Paris, normalement, notamment dans les services de la douleur, où tous les personnels soignants sont formés à l'hypnose. Donc je pense que c'est en plein essor en fait. D'accord, on va prendre la question suivante. Sur quelle partie du cerveau l'hypnose agit-elle ? Eh bien, ça dépend. En fait, il faut bien se représenter que ce n'est pas un état qu'on va déclencher en appuyant sur une zone du cerveau. Il n'y a pas de zone de l'hypnose. Ce qui est important, c'est la zone du cerveau qui va être sollicitée en fonction de ce qu'on demande au patient. Par exemple, si vous lui demandez je ne sais pas, une action motrice, hein, c'est par exemple un des tests qu'on n'utilise pas en thérapeutique, mais pour voir si le patient est en état d'hypnose, on lui demande par exemple une lévitation du bras, c'est-à-dire qu'on lui dit que son bras va être de plus en plus léger, donc le bras monte tout seul. Eh bien, ça sera la zone correspondante du cerveau qui va être sollicitée. Et si on lui demande de visualiser, de voir une scène, eh ben, ça va être le lobe occipital qui va être sollicité. Donc, ça dépend totalement de ce pourquoi on utilise l'hypnose. Et donc, c'est un peu comme dans le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire votre cerveau, il fonctionne en fonction de la zone que vous sollicitez. C'est tout le cerveau qui travaille, en fait. Voilà. D'accord, on va prendre une question suivante. Peut-on apprendre à hypnotiser ou est-ce un don ? Ah non, c'est pas un don du tout, du tout. Alors, on l'a fait croire longtemps. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Liébaud à Nancy qui faisait de l'hypnose, qui était... Et lui, par exemple, quand il en avait marre d'hypnotiser ses patients, il faisait mettre à sa secrétaire sur la porte « Le docteur n'a plus de fluide ». Donc voilà, mais c'était surtout pour faire croire qu'on avait un don, mais il n'y a absolument aucun don. Il faut se représenter ça comme une interaction en fait. Vous faites confiance à quelqu'un, et alors c'est tout ce que ne fait pas l'hypnose de Music-Hall. Hein. Moi, ce que je vous décris pour l'hypnose, je vous parle de l'hypnose thérapeutique, médicale, c'est une relation de confiance, et n'importe qui. Moi, par exemple, j'ai été hypnotisée par une copine pour une intervention chirurgicale. Elle n'avait jamais fait d'hypnose de sa vie. C'est-à-dire, je lui dis, tu dis ça, je lui donnais le plan de ce qu'elle devait me dire, et puis
C'est incroyable, ça. C'est-à-dire qu'avec un mode d'emploi, elle a réussi à vous hypnotiser sans ne l'avoir jamais fait avant. Sans l'avoir jamais fait, avec la phase thérapeutique, parce que le but, c'était de ne pas saigner durant l'intervention. Et donc, je lui avais dit, au moment où il coupe, tu me dis ça, pour arrêter le saignement. Et j'ai entendu le chirurgien qui a dit, c'est incroyable, elle ne saigne plus. Donc, c'est aucun don, c'est vraiment... Vous disiez que c'était basé sur la relation de confiance. Vous deviez quand même avoir assez confiance dans la personne à qui vous avez donné ce mode d'emploi. Non, j'ai confiance dans l'hypnose surtout. Hein, et c'est le patient qui fait tout. En fait, s'il veut pas, on ne pourra rien faire sans lui, quoi. C'est l'interaction, mais c'est aussi tout vient du patient. Oui, donc en fait, il y a le savoir-faire de la personne, mais il y a d'abord la capacité du patient à se mettre dans cet état et à le vouloir. Oui. On va prendre une autre question. Maintenant, si les réponses sont incomplètes, hein, vous pouvez... Oui, les personnes qui ont le micro, si vous souhaitez rebondir sur ce que dit Nadine, vous pouvez le faire, bien sûr. Donc là, je ne sais pas qui a le micro, mais si vous voulez poser la question. Peut-on hypnotiser à distance? Pas du tout. Mais je pense que j'ai donné la réponse avant, puisqu'il y a quand même une interaction. Donc il faut qu'on soit deux et qu'on ne soit pas très loin l'un de l'autre quand même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire par Skype, on ne peut pas le faire par téléphone? Par Skype, je ne dirais pas. En fait, ça, c'est jamais fait, mais on peut lancer une expérimentation. Mais si vous voulez être hypnotisé, si c'est cette façon-là de voir à distance, moi je pense que dans la question à distance, je pense à un tel et il va dormir profondément. Oui, vous voulez dire, c'est pas par télépathie, ça marche pas. Voilà, l'interaction Skype, on est dans une interaction aussi. Oui. C'est pas si différent du fait d'être en face de quelqu'un. C'est pas si différent que, je vais vous dire, quand vous êtes dans une salle de cours et que votre esprit s'en va, vous êtes déjà dans un état hypnotique. On peut hypnotiser quelqu'un en lui parlant, tout simplement, parce que si on lui parle, par exemple, il y a une technique toute simple. Si je prends votre bras comme ça, voilà, et puis je le lâche, et bien là, on est déjà dans quelque chose d'hypnotique. Parce que vous demandez ce que je vais faire, et pendant que vous vous demandez ce que je vais faire, et ben vous gardez le bras comme ça, alors que si je ne vous dis pas qu'on est... Vous pouvez baisser le bras. Je n'ose plus, moi. On n'a pas répété. Hein. Très bon sujet. Eh bien voilà. Vous avez déjà vu des publicités où on va vous vendre une voiture et on vous parle d'un truc qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que pendant tout un temps, vous dites, mais où ils veulent en venir, où ils veulent en venir. Et pendant que votre cerveau, vous cherchez le sens de ce qu'on peut dire, eh ben, il y a une partie de votre cerveau, et on obtient cette dissociation qui est hypnotique. C'est-à-dire que pour le bras, là, tout de suite, pendant que je vous parle, il y a une partie de votre cerveau qui est en train de dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Et puis l'autre qui écoute ce que je dis. Et l'hypnose, c'est ça, c'est dissocier. C'est pour ça qu'il y a des tas d'états hypnotiques qui vont d'une conversation qui vous passionne. J'ai un très bon exemple d'un truc hypnotique que j'ai vu très récemment sur YouTube, sur Twitter. Les gens s'interrogeaient sur la poignée de main de Trump, le président américain. Je ne sais pas si vous avez vu sa poignée de main. Eh bien, c'est une technique qu'utilisait un grand hypnothérapeute américain, Milton Erickson, qui était de ne pas être dans le code social. Quand on se présente, on serre la main et rapidement on la lâche. Et lui, il serrait la main, ce psychiatre américain, il serrait la main très longuement des gens, et parce que, disait-il, il les mettait déjà dans un état hypnotique, parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne me lâche pas la main? On n'était plus dans quelque chose de social. Et je pense que Trump, quand il serre la main très longuement de ses interlocuteurs, on l'a déjà vu quand il veut bien la serrer, mais qu'il la serre très longuement, eh bien, il met ses interlocuteurs déjà dans une relation qui est une relation hypnotique. Et
et qui met un peu l'interlocuteur dans une relation de faiblesse, puisqu'il va s'interroger sur le sens de cette poignée de main et puis comment s'en débarrasser. Hein, on l'a très bien vu avec, je crois que c'était un chinois et un japonais, je ne sais plus trop. Voilà. Oui, donc ça, c'est une utilisation de l'hypnose qui n'est pas tout à fait traditionnelle. Non, si. Mais c'est parce qu'on n'appelle pas ça l'hypnose, mais en fait, c'est de l'hypnose sans qu'on. C'est le fonctionnement. On utilise le fonctionnement du cerveau. Hein, mais toutes ces techniques que décrivait. C'est-à-dire qu'on a trop la représentation de l'hypnose de quelqu'un et qui va dire quelque chose à quelqu'un d'autre et qui va induire l'état d'hypnose. Mais il y a des tas de façons d'induire l'état d'hypnose. Juste là, j'ai une question qui me vient avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand un professeur fait un cours, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait comme ça avoir des pensées qui partent. Quand un professeur fait un cours, est-ce qu'il n'y a pas des moments où finalement il hypnotise ses élèves? Ah si. Mais oui, je crois qu'il y a des moments où comme ça, alors il faut faire la distinction entre le décrochage total, et là vous partez, vous pensez à autre chose, et puis, alors là on est plus dans une fascination du discours, et qui rend parce que une des capacités du cerveau pendant l'hypnose, c'est sa fluidité. Hein, il y a une tâche qui est utilisée en neuropsychologie par exemple, qui s'appelle le test de Stroop. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de dire quelle est la couleur qui est écrite. Par exemple, c'est écrit jaune, le mot jaune, mais c'est écrit en rouge. C'est troublant, ça. Voilà. Et il faut que le patient, enfin que la personne, elle dise quelle est la couleur qui est écrite, le mot écrit. Et au début, il y arrive, et puis plus ça va vite, plus il se trompe. Et bien le sujet en état d'hypnose, il se trompe très nettement moins, pour dire presque pas, parce que l'état d'hypnose a fluidifié sa pensée. Oui, c'est étonnant. On a un cerveau qui fonctionne mieux en état d'hypnose. En même temps, ça peut se comprendre, puisqu'on est focalisé sur une tâche. On n'est pas paralysé par les choses qui se passent autour de nous. Et parasité, oui. Parasité. Paralysé, c'est vous. Avec ma main. Alors, on va prendre une nouvelle question. À quel âge peut-on se faire hypnotiser? J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? À quel âge peut-on se faire hypnotiser? À quel âge, hein, c'est ça? À tous les âges. Absolument tous les âges. Moi, j'ai moi-même hypnotisé mes neveux et nièces si j'étais âgé de 4 et 5 ans. Non, si je me trompe. Mais à tous les âges, dès qu'on a une interaction possible. Alors, je dirais, mais ça regarde que moi, que l'hypnose, c'est quand même quelque chose qui est ancré en nous. C'est très profond. C'est quelque chose qui reste du réflexe animal, si vous voulez. L'hypnose, celle qui est utilisée par les hypnotiseurs de foire, elle fait référence à notre... vous savez ce qu'on dit, comment on dit quand on est... C'est dans notre histoire animale, comme ça, je trouve pas trop le terme. C'est-à-dire qu'eux utilisent la peur. Et je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de traverser une route, de voir une voiture arriver à toute allure, et au lieu de courir pour ce qui serait le côté le plus rationnel, vous restez figé sur place. Vous êtes pétrifié. Et bien, pétrifié, le fait d'être pétrifié, c'est des racines, des choses qui nous restent de l'histoire animale. Hein, c'est-à-dire qu'un animal, par exemple, qui va se faire attaquer par un prédateur, il ne va pas bouger parce que les prédateurs ne mangent pas d'animaux morts. Et ça, bon, j'avance sur une question qui va être posée, mais c'est l'hypnose animale, c'est ça. Et nous, on a des choses comme ça qui nous restent de notre histoire. Et l'hypnotiseur de foire, Mesmer et compagnie, vous voyez, ils ont souvent du noir là partout autour des yeux. Ils font peur. C'est-à-dire qu'ils vont hypnotiser sur la peur. Quelque chose de très primitif, en fait. De très primitif, voilà, c'est ça. Je ne sais plus quelle était la question. J'ai oublié aussi quelle était la question, mais on va peut-être poser la question suivante. Combien de temps durent les effets de l'hypnose? Combien de temps durent les effets de l'hypnose?
Bon, ça dépend. Alors, ça dépend. Si on fait une thérapie par hypnose, c'est par exemple si vous soignez une phobie des araignées, ça va durer toute la vie. Enfin, on le souhaite, mais en général, ça dure. Les effets vous pouvez avoir des effets qui se prolongent dans le temps par des suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire que vous faites une suggestion. Alors, ça, c'est les trucs auxquels on joue quand on commence à apprendre à hypnotiser. C'est-à-dire que, enfin, moi, quand j'ai appris, parce que j'ai appris il y a 30 ans, donc c'était avec les fondateurs, les pères fondateurs de l'hypnose en France, dont Chertok, dont je vous parlais. Et par exemple, on s'amusait à faire une suggestion post-hypnotique, c'est-à-dire quand je vais claquer du doigt, t'enlèveras ta chaussure. On réveillait notre collègue, et puis après on était tous là en train de boire un coup, on fait des claques, et l'autre enlevait sa chaussure. Donc ça, c'est une suggestion post-hypnotique, ça vous dites un truc pendant l'état d'hypnose, et ça se réalise après. Mais bon, ça, c'était vraiment pour s'amuser entre hypnothérapeutes, on faisait ça contre nous, quoi. Donc autrement, ça dure, ça dépend de la thérapie. Une autre question ? Quelle maladie soignez-vous grâce à l'hypnose ? Alors, les phobies, comme je disais, lorsqu'on en a parlé, on spécialise un petit peu sur chacun, on est meilleur sur des prises en charge de certaines pathologies. Moi, ce que je prends surtout en charge, c'est les phobies, beaucoup de troubles anxieux, et les douleurs, parce que comme je travaille dans un centre de rééducation, on a quand même pas mal d'accidentés, de choses comme ça, ou de traumatologie. Beaucoup les douleurs. Alors les douleurs qui ont une origine organique, surtout. C'est pas pour les fausses douleurs. Souvent les patients douloureux, quand on nous les adresse, quand on me les adresse, en voyant un psychiatre devant la porte, ils pensent qu'on le prend pour une totoche et que ces douleurs sont dans la tête. Pas du tout. Ça fonctionne vraiment sur les douleurs organiques. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une cause physique bien identifiée. Il y a quelque chose de physique et on leur apprend à gérer leur douleur. Il y a, moi, je traite aussi les problèmes de poids. Et en gros, c'est ça, mais il y a de multiples indications. Les problèmes de poids, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes avec la nourriture en général ? Non. Les problèmes de poids, c'est les personnes en surpoids et qui veulent commencer un régime. Et c'est pour les aider déjà dans leur motivation. Et puis, et un travail sur l'image d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si on commence un régime alimentaire, si on veut maigrir, mais qu'on maigrit vite et qu'on n'a pas eu le temps de changer dans son esprit l'image qu'on a de soi, le corps va tout faire pour revenir à l'état qui se représente. Donc c'est pourquoi lorsque vous faites un régime ultra rapide, genre le régime avant vacances, voilà, 5 kilos en 2 semaines, vous êtes sûr que vous en prenez 6 dans les 3 qui suivent. Et je pense qu'il faut commencer par changer l'image, la représentation qu'on a de soi, en quelque sorte qu'il n'y ait pas une discordance, si vous voulez, que le corps qu'on voit soit identique au corps qu'on se représente. À ce qu'on a dans la tête, en fait. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut mincir, vous allez suivre la personne pendant une année peut-être et non, même pas, non, pas du tout. Oui. C'est quoi, quelques semaines? Quelques mois? Ah oui, en gros, les thérapies que je fais, c'est entre 5 et 10 séances. D'accord. Je me lasse vite. Et surtout, une fois que vous avez... C'est un processus qu'on lance. Hein. Ça continue après vous. Oui, bien sûr, heureusement. Alors, on a encore plusieurs questions. Je vais faire plus bref. On va prendre la suivante. Et puis, l'hypnose peut-elle rendre intelligent? Alors, oui et non. Oui et non, parce que ça va permettre
d'utiliser votre intelligence au mieux. Parce qu'on a son intelligence et puis on a sa façon d'utiliser. Et l'hypnose, eh bien, ça va vous permettre d'utiliser au mieux votre... Comme je disais, le cerveau, il est plus performant. Donc on fait pas mal de préparation, par exemple, de préparation aux examens, aux oraux, au bac, à tout ce que vous voulez. Parce qu'on apprend aux gens, comme on prépare les sportifs de haut niveau par l'hypnose, on apprend aux gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc d'une certaine façon, ça ne rend pas intelligent, mais ça aide à bien utiliser son intelligence, ce qui est déjà beaucoup. D'accord, alors pour les 4 questions qui nous restent, on va faire très bref, c'est-à-dire qu'on va avoir une question et une réponse, une ou deux phrases de Nadine. Donc la question suivante. Peut-on hypnotiser tout le monde ? Théoriquement, oui, puisque ça, je veux dire, on a tous fait l'expérience d'état hypnotique, comme l'hypnose des autoroutes dont vous parliez, mais on est plus, les patients sont plus ou moins hypnotisables. Voilà. La question suivante. Comment savoir si on est sensible à l'hypnose ou non ? Ah ben c'est tout le... Alors nous, ça ne nous intéresse pas trop en tant que thérapeute, mais c'est ce qu'utilisent les hypnothérapeutes de foire, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de repérer, alors des choses toutes simples, ils vont essayer de repérer dans un groupe les gens les plus hypnotisables. Alors ils font des petits tests tout simples. Par exemple, vous mettez les mains comme ça ou comme ça, voilà, ils vous suggèrent que vous ne pouvez plus les décoder. Et effectivement, vous ne pouvez plus les décoller. Et alors, quand ils voient les gens qui sont comme ça, en train d'essayer de décoller leurs mains et qui n'y arrivent pas, ils savent que c'est un bon sujet, ils les mettent là. Donc, on a des petits tests pour savoir les gens les plus hypnotisables. Mais ça ne nous intéresse pas, nous, en thérapie, parce que les patients viennent nous voir pour ça et on n'a jamais ce problème-là. Le degré d'hypnotisabilité importe peu pour nous. Bon, en tout cas, vous ne l'avez pas essayé sur moi cette fois-ci, donc oui, tout va bien. La question suivante. Peut-on rester bloqué dans un état d'hypnose ? Non. Non, non. Alors, moi, je crains qu'il y ait une distorsion quand même avec ce qu'on voit, ce qu'on voit à la télé, par exemple. Hein, mais non, on ne peut pas rester bloqué. Sûr que non. On se réveille, même si l'hypnotiseur, par exemple, vous abandonne dans votre fauteuil hypnotisé, vous allez évoluer vers en général, vous vous endormez d'un sommeil naturel cette fois, puis vous vous réveillez après, comme après une sieste, mais on ne reste jamais bloqué. Et la dernière question. Je voulais demander, est-ce que les neurones sont inactifs lorsqu'on est sous hypnose ? Ah oui, alors c'est une question super intéressante parce que je venais justement, je vous donnais l'exemple des bras paralysés ou des choses comme ça, ou des mains collées, aimantées. Quand vous voyez dans une hypnose de music hall, par exemple, on suggère au patient une paralysie, au sujet on suggère une paralysie. Si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas en état d'hypnose de simuler une paralysie, dans ce cas-là, toute la partie du cortex moteur, c'est-à-dire celui qui vous permet de faire le geste, elle va s'éteindre. On lui demande de ne pas bouger, d'être paralysé, donc tout s'éteint. Les zones de la motricité s'éteignent. Si vous demandez au patient hypnotisé d'être paralysé, si vous lui suggérez une paralysie du bras, au contraire, ces zones-là sont hyperactives, c'est-à-dire qu'il augmente son contrôle sur le mouvement. Donc ça prouve bien, par cette augmentation de l'activité cérébrale, en fait, pour inhiber le mouvement, ça prouve bien qu'il n'est pas du tout sous la domination de l'hypnotiseur, contrairement à ce qu'on pense, mais que c'est lui qui domine son cerveau pour répondre à une suggestion. Donc c'est ça qui est très intéressant, et c'est quand même les progrès de l'imagerie cérébrale qui ont permis de découvrir tout ça. Ça a moins de 10 ans, tout ce qu'on a découvert. Hein. Donc les neurones sont très actifs. Ils sont très très actifs, ça dépend ce qu'on demande, mais dans ce cas-là, ouais, hyper actifs. D'accord. Nadine, merci beaucoup. On a encore 2 questions. Alors encore une dernière question, l'avant-dernière question. Un des effets de l'hypnose, c'est la distorsion du temps. En fait, il n'est que 14h30 et on va commencer enfin la table ronde. Alors comme les organisateurs nous autorisent 2 nouvelles questions, est-ce qu'on peut avoir la question suivante ? Donc, est-ce qu'on peut soigner toutes les addictions avec l'hypnose ? Les addictions ?
Bah ouais. Toutes les addictions, c'est ça? Les addictions, cigarettes. Oui, théoriquement, mais il y a des gens qui sont spécialisés parce que c'est. Moi, je traite pas trop les addictions. Donc je parle pas des addictions. Bon, l'addiction au tabac, c'est une indication, mais tout marche avec les mêmes. Statistiquement, ça a les mêmes résultats, quelle que soit la technique utilisée. Mais pour des addictions plus sévères comme l'alcool, par exemple, ça m'arrive de prendre certains patients ayant ce problème d'addiction, mais il faut prendre le symptôme dans le patient lui-même. Je veux dire, l'indication, elle est plus portée par le patient. Ça dépend du type d'addiction, ça dépend de la gravité et puis de la personnalité du patient, parce que les gens ne boivent pas tous pour la même raison. Donc oui, c'est vous ça. allez agir sur les causes Voilà, et pas ça. sur le symptôme lui-même. Voilà, donc là aussi, mais sur les toxicomanies avec des drogues dures, tout ça, je ne crois même pas que ce soit fait, quoi. D'accord, et puis la dernière question. Peut-on faire une chose qu'on ne veut pas pendant qu'on est hypnotisé? Non, pas du tout. Alors là, je suis absolument formelle, on ne vous fera jamais faire quelque chose que vous ne voulez pas dans un état d'hypnose. Jamais. Alors tous les gens que vous voyez à la télé qui font le bébé ou qui marchent à quatre pattes, soit ils sont dans une simulation parce que c'est quand même... c'est le but de ces émissions-là. Soit ils sont totalement complaisants, mais vous ne pouvez jamais faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Les viols sous hypnose, comme il y a eu, ou les meurtres sous hypnose, comme il y a eu des tas d'histoires au début du XXe siècle, ça n'existe pas. C'est des ça, mythes. je suis formelle. C'est des mythes, en fait. Ouais. Alors donc, on va revenir, donc on est ici pour parler du cerveau, donc l'idée c'était que pour conclure, Alain, on voulait vous demander un petit mot sur le lien entre le cerveau et les résultats scolaires. Vous avez quelque chose à dire à propos de votre propre scolarité, c'est bien ça? Oui et non. Si. C'est ce que vous m'aviez dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, oui, j'ai des choses à dire sur ma propre scolarité, mais en psycho, on a quand même montré que la réussite scolaire, c'était un phénomène pas seulement psychologique, mais que c'était aussi un phénomène psychosocial. Et que... par exemple, il y a un résultat, je le dis souvent parce que un résultat complètement fondamental qui s'appelle, connu depuis pas mal de temps et par quelqu'un qui travaillait aussi dans des domaines de l'hypnose, qu'on appelle l'effet Rosenthal. Dans la littérature française, on lui donne un autre nom, c'est l'effet Pygmalion. Alors cet effet Rosenthal, je vous le dis en deux mots parce que c'est important à savoir, surtout pour des lycéens et des enseignants, c'est que si on dit à des gens qui ne sont pas cons, eh ben ils ne deviennent pas cons. Pour Alain Trognon, pas con, c'est intelligent. Je vous le dis parce que tout le monde c'est n'a ça pas que le ça veut dictionnaire. dire, ouais. Et donc, l'attente qu'on a de la réussite de quelqu'un l'aide à réussir. Alors, vous voyez tout de suite que découle de ça tout de suite que les stéréotypes sont destructeurs. Fatalement. Dès qu'on disqualifie quelqu'un, eh ben, on le rend plus bébête qu'il n'est. Voilà. Et pareil pour les filles, et pareil pour les races, et pareil pour... etc. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, ça ne rend pas, comme pour l'hypnose, intelligents des gens qui sont pas intelligents.
enfin, ou qui sont, je ne sais pas quoi, enfin, attardés, ou tout, bon, et encore. Mais tous les travaux que nous avons faits, et pas moi seulement, mais vraiment les collègues et tout ça, de par le monde, montrent que l'attente de réussite et l'attente d'intelligence produit de l'intelligence. Ça, c'est sûr. Bon, je ferme ma parenthèse et j'en viens à moi. Moi, c'est vrai que je suis devenu de plus en plus meilleur, de plus en plus, voilà, jusqu'à devenir un haut professeur d'université, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma scolarité. Et bon, ça c'est la première chose. Si j'avais été laissé à moi-même, il y a des chances pour que je sois plombier. Peut-être que j'aurais mieux gagné ma vie, mais bon, ben, à mon avis, je n'aurais pas progressé comme j'ai progressé. J'ai redoublé mon cours moyen 2, ce qui n'est pas spécialement honorable. J'étais plutôt besogneux au lycée. Bon, j'étais pas très bon dans les matières considérées comme intelligentes. J'ai eu 3 en anglais au bac. C'est nul. Alors, pour compenser mon 3 en anglais au bac, eh ben, j'ai appris l'histoire par cœur. J'ai eu 17, c'était le même coefficient. Bon, je m'en suis sorti. Bon, j'ai, c'est vrai, toujours trouvé quelqu'un qui a cru que c'était possible. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a rien qui est écrit, c'est-à-dire qu'on peut être... Si, on ne peut pas faire marcher quelqu'un qui a perdu ses jambes, mais quelqu'un, je ne sais pas moi, à qui tout le lobe frontal est bousillé, c'est sûr qu'il va avoir des problèmes dans l'interaction sociale, quoi, c'est sûr. Bon. Mais quand même, c'est en partie vrai, oui, ce que vous dites. Ça veut dire que, par exemple, si on n'est pas le meilleur au collège, ça ne veut rien dire sur... Absolument rien, c'est pourquoi, oui. Au lycée ou dans la formation oui, oui, c'est ça. Qui est écrit à l'avance. Voilà. Premièrement, il n'y a rien qui est écrit à l'avance, et deuxièmement, il n'y a rien qu'on vous donnera si vous ne le voulez pas. C'est-à-dire, si vous désirez, je ne sais pas moi, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de vrai quand on dit, quand on veut, on peut. Ce qu'il faudrait tout de suite dire, c'est quand on veut, on peut, si les conditions le permettent. Parce que, je ne sais pas moi, faire une découverte scientifique dans une prison avec juste une chaise et un lit, c'est difficile. C'est-à-dire que quand vous aviez 14 ans, si on vous avait dit que vous seriez professeur de psychologie à l'université, ça vous aurait assez étonné? Ça aurait étonné ses parents, surtout. Ça aurait étonné mes parents. Moi, ça ne m'aurait pas trop étonné. Oui. Alors Nadine, en conclusion, vous vouliez nous raconter comment vous avez décidé de devenir médecin. Vous aviez 11 ans quand vous avez décidé que ce serait votre métier. Et vous étiez dans un milieu où il ne fallait pas viser trop haut. Et médecin, oui. En plus, c'était pas un métier pour une femme. En plus, oui. Oui, c'était le double peine, en fait. C'est-à-dire que on n'avait pas beaucoup d'avenir quand on était des filles, à part trouver un mari. Bon, moi, je viens du pays minier du bassin de Briey, hein, où il y a beaucoup d'immigration, il y a eu beaucoup d'immigration italienne, et surtout italienne et polonaise. Et donc, les filles, en fait, on leur voyait pas vraiment de destin, à part se marier. Dans ma classe de terminale, les filles, elles se sont quasiment toutes mariées, elles sont restées dans le village et ou dans les environnements. Oui, je crois que je suis la seule à avoir fait des études supérieures parmi les filles. Hein. Mais on devait être 17 dans la classe. Alors, donc, on habitait à côté d'une mine. On n'avait que des vieux médecins ventripotents. Donc, je pensais que pour être docteur, il fallait être vieux, avoir un gros ventre et être chauve.
Et un jour, par hasard, parce que j'ai fait une cure thermale, et le médecin qui m'a reçue était une femme, déjà, mais en plus magnifique, des beaux cheveux longs avec une natte. Et à 10 ans, ben, je veux dire, quand je serai grande, je serai docteur comme elle. Et en fait, c'était l'image identificatoire. Ce qui est important, c'est on veut être comme quelqu'un, et c'est très important d'avoir dans son environnement quelqu'un comme ça qui va vous donner l'envie de devenir comme elle ou comme lui. Donc après, bon, j'étais assez bonne à l'école, tout a bien marché, mais j'ai jamais osé dire à mes parents que je voulais faire médecine. J'en ai juste parlé en terminale à mon prof d'histoire géo, alors que j'étais dans une classe scientifique, mais alors c'était le seul, je le trouvais super ouvert. Et je lui avais simplement demandé s'il pensait que ça lui semblait possible que je fasse médecine. Donc il est allé en parler à mon prof de maths, de physique, il a dit mais oui, tu as tout à fait les moyens, il faut y aller. Mais j'ai pas osé le dire à mes parents. Et nous, on n'avait pas les inscriptions post-bac, et on allait s'inscrire après le bac, on allait s'inscrire à la fac. Donc je suis venue avec ma mère à Nancy, et dans un bistrot, donc je l'avais amené près de la fac de médecine, elle m'a dit mais il faut quand même que tu me dises où on va t'inscrire. Et je lui ai dit ne bouge pas, je reviens dans pas longtemps, et je suis allée m'inscrire, en fait, sans l'avoir dit à mes parents, parce que j'avais très peur, je sais pas, je pensais que je trouvais ça ridicule et prétentieux. Voilà. Et je crois que c'est vraiment grâce à mon prof d'histoire géo que j'ai eu le courage de le faire. Donc ça vaut pour le métier de médecin, mais ça vaut pour n'importe quel autre métier qu'on pourrait avoir envie de faire, et on ne serait pas forcément soutenu. L'idée, c'est qu'il faut aller vers des gens qui vont vous encourager à le faire. C'est aussi une affaire de rencontre, en fait. Ah bah, c'est une rencontre. Moi, je me souviens très bien, je me souviens encore de lui exactement, je me souviens très bien de lui, et je pense que c'est grâce à lui que j'y suis arrivée. Dans ma famille, et surtout du côté italien de ma famille, c'était, je peux dire le gros mot ? Allez. Ma grand-mère disait qu'il n'y avait que des putains qui faisaient médecine, par exemple. Voilà. Donc on n'était pas encouragés, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc si on doit retenir quelque chose, je pense que c'est l'idée que c'est l'envie qui doit primer, et qu'il ne faut pas se montrer forcément raisonnable quand on entend autour de soi que non, c'est pas une bonne idée, que non, c'est pas pour soi. Bah ouais, pas être dans la pression de... Comme disait Alain, en fait, hein, pas dans la représentation sociale qui vous dit tu vas rester comme tes parents au fond de ta mine. Parce que là-bas, c'était, dans nos coins, c'était le destin des garçons aussi d'aller travailler au fond de la mine. Bien sûr, oui. Et voilà, je pense qu'il faut pas se laisser... il faut dépasser sa famille aussi de temps en temps. Oui. Donc quand on a une idée, il faut la garder, et il faut trouver quelqu'un qui va vous... Je peux peut-être ajouter quelque chose. Moi, je vais juste dire, vu les profs qui sont ici, je pense qu'il y en a beaucoup qui me serviront de prof d'histoire géo à des élèves d'ici. Hein. Voilà. Oui. Je vais ajouter un truc, c'est que avoir des désirs, ça implique quand même beaucoup de boulot, et encore plus de boulot, par exemple, si on est une jeune fille chez les mineurs, voilà, ou si on n'est pas très bon élève, ou tout ça. Ça, quand on veut faire quelque chose, il y a une responsabilité qu'on prend vis-à-vis de soi-même. Ça vient pas, ça vient pas tout seul. Il faut de la volonté, et puis il faut oser passer les frontières, puisque on parlait tout à l'heure, Brooke était avec nous, elle a quitté les États-Unis. Ben voilà, ici il y a des frontières, surtout il ne faut pas hésiter à les passer. Mais de manière réaliste. Tout à fait. Sinon, c'est la déprime. Alors je vais remercier d'abord les invités qui se sont déplacés aujourd'hui. Et puis, au nom des organisateurs de cette journée, je vais remercier d'abord tous les élèves des 4e A, B, C et D du Collège des Trois Frontières. Les élèves de première S8 du lycée Alfred Mézières. Alors les enseignants, Madame Thiel, Madame Courvoisier, Monsieur Nulance et Monsieur Courvoisier. Également le principal du collège, M. Keller, et son adjointe, Mme Trombini. La proviseure du lycée, Mme Manger, et son adjointe, Mme Terrier.
Et pour finir, la mairie de Lons-la-Ville qui a mis à disposition cette salle pour nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci à vous.